Lundi 9 décembre 2019, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue aux 20h. Le gouvernement du Bénin résolument engagé dans sa campagne de l'énergie pour tous. Les villages de Houto à Djidja et Djaloukou à Savalou se comptent désormais parmi les heureux bénéficiaires de ce projet de développement. 20e conférence internationale sur la lutte contre le sida en Afrique, Kigali a abrité les assises. Le Bénin a pris une part active aux travaux, une rencontre d'échange et de partage d'expériences, nous dira Jérôme Humbo dans ce 20h. La collaboration entre le pouvoir public et les chefferies traditionnelles bientôt institutionnalisées au Bénin. Une journée de réflexion est initiée à cet effet. La rencontre a lieu à Niki. On revient dans un instant sur les tenants et aboutissants de l'initiative. Activités politiques, Epiphane Ronfort et Nestor Noutaï, tous deux députés à l'Assemblée nationale, étaient face à leur mandant et élus de l'Union progressiste de la commune de Zé. Ils leur ont fait le point des lois votées depuis leur installation à l'hémicycle. Ghislain Poguet, Edmond Humbo. Union progressiste. Union progressiste. Tango Djevier, Djigbe Adjan, Zanzou, Sedjedenou Rekame. Ils sont venus de tous les arrondissements, les 11, et des 101 villages de la commune de Zé. Chefs traditionnels, élus locaux et populations, ils sont venus écouter les deux députés sur ce qu'ils ont fait à l'Assemblée nationale depuis 6 mois. La communication s'est basée autour des 5 importantes lois que la 8e législature vient de voter. Il s'agit notamment de l'actualisation de notre constitution pour se conformer à la réalité d'aujourd'hui. Ce travail qui a été fait, nous sommes venus présenter à nos parents les nouveautés, les innovations qu'il y a dedans. Les innovations, c'est la limitation des mandats, celui du président de la République à 2 et celui du député à 3. C'est aussi la discrimination positive au profit des femmes et la reconnaissance officielle de la chefferie traditionnelle. On est parti aussi pour leur présenter les innovations introduites dans le nouveau code électoral. Après ça, on est allé encore vers le financement public, la loi portant le financement public des partis politiques. Nous avons expliqué ce que nous avons mis, ce qui a été fait, ce qui est voté. La loi d'amnistie qui est votée, ce qui a permis que 65 détenus ou en poursuite judiciaire retrouvent leur liberté aujourd'hui dans le cadre des violences lors des élections législatives passées. Nous avions aussi présenté à nos parents la loi portant le statut de l'opposition. Pour ces députés de la 6e circonscription électorale, les actions menées à l'Assemblée nationale visent à impacter positivement et durablement le système partisan et la vie politique au Bénin. Les membres de l'Union progressiste, nous avons opté pour la restitution des différentes lois que nous avons votées au Parlement pour pouvoir permettre à nos militants de comprendre le fond des différentes lois que nous avons votées à l'Assemblée nationale. À ma prise de parole et après l'explication des différentes lois, la population s'est retrouvée en face des décisions que nous avons prises à l'Assemblée nationale, à savoir la limitation des mandats des députés que nous sommes. La commune de Zé en a été victime depuis des années. Je pense que cette jeunesse-là que nous représentons se retrouve pleinement dans cette décision-là parce que nous voulons aujourd'hui renouveler la classe politique. Et pour renouveler la classe politique, il faut vraiment passer par la limitation des mandats des députés. Objectif atteint pour l'honorable Nestor Noutaï. Ils sont contents et ils ont compris que la 8e législature est une législature de réforme, d'innovation. Nous sommes là pour travailler. Dans les jours prochains, le même exercice se fera dans les autres communes de la 6e circonscription électorale qui comprend Zé, Soava et Abomey-Calavi. À Womé, dans la commune d'Abomey-Calavi, les populations continuent de jubiler de joie suite à l'annonce d'un 2e pont dont elles seront bientôt bénéficiaires. Et ce dimanche, en présence des autorités locales et communales, elles ont organisé une grande marche de soutien. Reportage. Ils ont rêvé d'un pont, ils l'ont eu.
Grâce au gouvernement du nouveau départ, la construction prochaine d'un deuxième est pour les habitants de Womé la cerise sur le gâteau. Une joie débordante qui se manifeste par cette marche de soutien au chef de l'État. Une marche qui a eu pour point de départ le carrefour Marie-Nougon et qui a échoué au niveau du premier pont. Je voudrais, avec votre approbation, remercier sincèrement le chef de l'État, Patrice Talon, pour l'attention toute particulière qu'il porte à notre localité commune. À César, ce qui est à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu. Qu'il me soit surtout permis de dire en votre nom, vous, population de Womé, et localités environnantes, merci au président de la République et à tout son gouvernement. Je suis un chef quartier comblé et animé d'un sentiment de gratitude envers le président de la République pour toutes les nobles réalisations faites dans notre quartier ici à Womé. Mobilité des personnes et des biens, accessibilité de la zone marécageuse et facilité de la traversée du bas-fond qui provoquait des pertes en vies humaines. Ce sont là quelques avantages de la nouvelle infrastructure à ériger. Les travaux étant confiés à la même entreprise, Sogea Satom, qui a réalisé le premier pont, nous n'avons aucun doute sur la concrétisation du projet à temps réel. Cette décision est pour nous, population de Womé, la preuve de votre amour des pères et l'expression de votre volonté à garantir une sécurité routière à vos concitoyens. Fortement mobilisée à l'occasion, la municipalité d'Abomey-Calavi, qui chapeaute Womé, exprime aussi sa gratitude au président Patrice Talon pour les nombreuses réalisations dans la localité. La mobilité des populations au niveau de Abomey-Calavi, tout le monde sait que c'est un problème. C'est un problème et aujourd'hui les solutions commencent par tomber. Il n'y a pas longtemps, c'est le pont de Révier qui a été vraiment livré. Aujourd'hui, on est ici au niveau de ce premier pont de Womé. Il y a un autre pont bientôt entre ce pont et l'ancien pont de Godomé. Vous voyez, le gouvernement a souci du bien-être du peuple béninois en général et de la commune d'Abomey-Calavi en particulier. Et le 20 passé, au cours de la session ordinaire du Conseil des ministres, le gouvernement a décidé la réalisation du deuxième pont. Déjà dans la semaine, nous avons reçu une équipe technique de l'entreprise qui veut réaliser les infrastructures. Donc moi-même, je me joins à la population pour dire un grand merci au chef de l'État, son Excellence Patrice Talon. L'occasion est aussi saisie pour remercier le gouvernement pour la mesure conservatoire prise par rapport à l'affaire Marcos, du nom d'un litige domanial à Womé. Je voudrais dire merci au gouvernement, parce qu'étant qu'élu de la localité bien sûr, et dire au gouvernement de ne pas baisser les bras. Parce que nous savons bien que le chef de l'État connaît bien le pays, connaît bien les problèmes des Béninois et il sait les solutions adéquates à ces problèmes pour soulager leurs peines. Je voudrais inviter les autres populations à se joindre à celle de Womé pour continuer par manifester leur reconnaissance à l'endroit du chef de l'État. Les études environnementales ont déjà démarré et très bientôt, les populations de Womé pourront profiter de leurs joyaux. Un peu plus de 6 milliards au titre de budget exercice 2020 pour le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi. Ce budget devra permettre à la mise en œuvre en début d'année prochaine du programme présidentiel d'emploi au profit des jeunes. Il a été présenté par le ministre en charge du secteur à la commission budgétaire. Et pendant ce temps, la Haute Cour de justice annonce un budget sensiblement égal à celui de 2019 pour 2020. 6 milliards 310 millions environ au titre de budget 2020 du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi. Un budget qui va être consacré à la poursuite des réformes en vue de la réorganisation du sous-secteur des petites et moyennes entreprises, notamment l'artisanat, mais surtout à l'initiative présidentielle de l'insertion de 2000 jeunes dans un programme spécial de l'emploi. J'ai eu l'honneur d'informer les honorables députés que suite à son adresse le 31 juillet 2019, le président de la République avait annoncé l'institution d'un programme spécial d'insertion dans l'emploi qui consisterait pour le gouvernement de recruter chaque année, de mettre
en situation de travail chaque année, j'allais dire 2000 jeunes, essentiellement dans les entreprises du secteur public, mais qui seront payés par l'État. Donc à partir de 2020, le ministère en charge de la promotion de l'emploi va offrir davantage de chances aux jeunes pour l'acquisition des années d'expérience exigées lors des entretiens d'embauche. Du côté de la Haute Cour de justice, le projet de budget 2020 de l'institution est resté sensiblement le même que celui de 2019, s'élevant à un peu plus de 477 millions de francs CFA. Tous les députés qui étaient, honorables députés qui étaient présents, étaient très sensibles au montant du budget et très sensibles aussi et très intéressés par les projets que la haute juridiction porte pour l'année prochaine. Je vous dirais par exemple, comme projet phare, la Haute Cour de justice ambitionne organiser un colloque courant premier trimestre 2020. Malgré un budget jugé modeste, la Haute Cour de justice nourrit de grandes ambitions pour le rayonnement de l'institution en 2020. Électrification rurale, Houto et Djaloukou comptent désormais parmi les localités bénéficiaires de l'électrification rurale au Bénin. Une délégation conduite par le directeur de cabinet du ministre de l'Énergie s'est rendue à Djidja puis à Savalou pour procéder à la mise en service officielle des ouvrages d'électrification dans ces deux localités. Plus de détails avec Calvador Awanou et Renaud Akapo. C'est une traversée laborieuse qui s'impose à tous les passants qui s'aventurent sur la voie qui mène à Houto. Nous sommes ici dans un gros village situé à l'autre bout de la commune de Djidja dans le département du Zou. Au coucher du soleil, c'était un épais manteau de pénombre qui dictait sa loi ici. Mais ce tableau noir se conjugue désormais passé avec la mise en service des ouvrages d'électrification. 2, 1... 0. Voilà. Et la lumière jaillit. Avant, les habitants de Houto allaient à Abomey, à Boïkan et les autres cités urbaines avant de voir la lumière du courant. Ce n'est plus le cas aujourd'hui et c'est toute la population de Houto qui est en joie. Le processus qui a conduit à l'extension des opérations d'électrification aux campagnes nous réjouit et nous vous remercions. À présent, on peut charger sur place son portable, faire tourner une machine et profiter des retombées de l'électrification rurale. C'est un nouveau jour qui s'est ainsi levé sur le village de Houto. La population qui restait terrée chez elle à la tombée de la nuit peut enfin savourer les délices d'une nuit éclairée à la lumière électrique. 230 millions de francs CFA injectés pour permettre à la population de Houto d'avoir accès à l'énergie. Et ceci grâce au gouvernement de son Excellence le président Patrice Talon qui nous a permis d'avoir ce joyau, cette centrale et ce mini-réseau qui va desservir la population de Houto. La mise en service de cette centrale solaire photovoltaïque vient ainsi à point nommé pour accroître les activités génératrices de revenus. Il s'agit pour l'essentiel de faire de l'énergie électrique l'intrant le mieux partagé. La stratégie d'électrification de notre pays est très claire. Nous avons des actions que nous appelons des actions hors réseau pour les localités qui sont encore un peu loin du réseau conventionnel. Pour les localités qui ne sont pas loin, c'est l'extension du réseau qui permet de les couvrir rapidement. Mais pour celles du genre de Houto, ce qui est mis en œuvre, c'est dans le cadre de l'électrification hors réseau. Il y a eu donc ici une installation solaire photovoltaïque qui permet de couvrir les besoins actuels de la localité, ce qui va impacter un ensemble de 1000 personnes au moins, soit au moins 150 ménages. Paris tenu avec l'accès à l'énergie à Houto. Mais pour l'heure, aucun réseau GSM ne parvient à étancher la soif numérique ici. L'attente est très forte au sein de cette communauté, essentiellement agricole, qui a encore du mal, du moins pour l'instant, à communiquer avec le reste du monde via les téléphones portables. L'arrondissement de Djaloukou n'échappe pas à cette réalité.
lui qui se trouve ceinturé par les collines de Savalou. Les infrastructures font cruellement défaut dans cette zone rurale, mais l'on se réjouit déjà de la mise en service de cette installation solaire photovoltaïque qui va considérablement impacter la vie des habitants. Un jour inoubliable pour l'arrondissement de Dialoko en termes de l'électrification dans cet arrondissement. Je remercie le gouvernement et les responsables à divers niveaux qui ont pensé à électrifier cet arrondissement vu sa position géographique dans la commune de Savalou. L'acte symbolique posé ici consacre ainsi la concrétisation du rêve nourri par la population de Dialoukou depuis des lustres. 340 millions de francs CFA ont été injectés dans la localité de Dialoukou pour donner la lumière aux populations. Le réseau solaire inauguré à Dialoukou est constitué d'une mini-centrale de puissance 40 kW crête destinée à irradier en éclairage au moins 200 ménages. Nous vous invitons donc à vous raccorder massivement à ce réseau en payant les frais d'abonnement qui pour la circonstance ont été ramenés à 50 000 francs CFA au lieu de 90 000 francs. C'est une première à Dialoukou et pour les habitants, c'est une nouvelle page qui s'ouvre dans les annales de l'histoire de cette communauté. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, le gouvernement a introduit l'utilisation des factures normalisées par les entreprises. La Direction générale des impôts a initié dans cette optique une séance d'information et de formation des contribuables à l'utilisation des machines électroniques certifiées de facturation. Voici à ce propos les explications du directeur général du budget. Pendant la phase pilote, nous avons enregistré des chefs d'entreprise, des restaurateurs qui sont allés nous confesser qu'en réalité, le système leur a permis de se rendre compte qu'ils perdaient assez d'argent parce que nous avons mis en place avec les distributeurs un système de suivi de services après-vente qui devrait être à votre écoute pour résoudre les difficultés que vous aurez à rencontrer dans la mise en œuvre de cette réforme. Je voudrais également rappeler que la loi a prévu le remboursement des frais d'acquisition des machines. Un arrêté du ministre des Finances devra intervenir pour clarifier les conditions de remboursement. Mais d'ores et déjà, je voudrais vous rassurer sur le fait que les dépenses que vous allez engager dans ce cadre seront remboursées par l'État suivant un certain nombre de conditions. La première sera l'utilisation effective des machines. Tout le monde devra utiliser le système de facture normalisée. Il y aura des outils ou des machines qui vont être adaptés à chaque secteur. Dans les pays qui l'utilisent déjà, il n'y a pas de secteur qui échappe en réalité à l'utilisation des factures normalisées. Donc, étant donné qu'on est à l'ère de la dématérialisation, de la digitalisation, il y a toujours un système qui s'adapte aux différentes activités. Nous avons également prévu que dans la mise en œuvre de la réforme, qu'il y ait un système de tombola qui puisse permettre aux consommateurs qui prennent l'habitude de réclamer leur facture d'achat de gagner des lots que nous allons définir par la suite. Comment se déroule dans sa phase active l'opération d'insémination artificielle bovine? Nos reporters à Gogounou, après le lancement de la campagne, se sont intéressés à la question. Gilles Dansou et Edmond Humbo pour les détails. Une campagne de vaccination de masse, l'élevage contribue de manière non négligeable au produit intérieur brut PIB avec un capital bétail bovin estimé à près de 2 400 000 têtes, un cheptel menacé par certaines maladies, d'où l'importance de cette opération. L'élevage
représente une activité économique importante qui contribue de manière non négligeable au produit intérieur brut de notre pays, avec un capital bétail bovin estimé à plus de 2 400 000 têtes. Les maladies, notamment celles qui affectent les animaux d'élevage, constituent une entrave au développement durable de l'agriculture, à la sécurité sanitaire des aliments et aux bénéfices générés par le commerce des produits d'élevage. Les services vétérinaires doivent être en mesure de prévenir, de contrôler et de riposter de façon durable les agents pathogènes des maladies. À cet effet, la vaccination contre la pastéurose bovine et la péripneumonie contagieuse bovine sur toute l'étendue du territoire national est rendue obligatoire et synchrone. Ainsi, chaque année, une campagne de vaccination est organisée pour lutter contre ces maladies qui occasionnent d'importantes pertes économiques pour le cheptel national. Le ministre en charge de l'élevage tient à faire cette mise en garde. Ces deux vaccinations que nous couplons, chaque animal doit rapporter au service technique la contribution de l'éleveur de 260 francs. À la vaccination de juin, où c'est une seule dose, c'est 130 francs par tête, par dose, pas plus. Je le dis et j'insiste. Et il est bon de vous rappeler qu'une dose vaccinale coûte plus de 350 francs. Mais l'État a décidé que votre contribution ne s'arrête qu'à 130 francs. La visite du marché de bétail de Gagounou a mis un terme à cette cérémonie. La plateforme des acteurs de la société civile du Bénin PACIB sonne la mobilisation pour plus d'engagement dans le domaine de la nutrition. Elle a lancé ce matin à Cotonou une campagne de plaidoyer à l'endroit de toutes les parties prenantes à la question. Le point détaillé, c'est avec Jean-Claude James et Alexis Kenom. Ce bébé fait partie malheureusement des 32% d'enfants de 0 à 5 ans qui souffrent de la malnutrition chronique, dont 11% sous sa forme sévère au Bénin. Une situation à l'origine de la lutte pour la nutrition qui est marquée par un fort taux d'engagement pour peu d'actions. Nous sommes tous conscients de l'importance et nous accordons tous la priorité à la nutrition dans les documents, mais dans les faits, au moment où il faut faire les allocations, cette priorité n'est pas toujours respectée. Cette priorité accordée à la nutrition n'est pas toujours respectée. Il faut pour nous, aujourd'hui, qu'il y ait une synergie d'action entre les OSC, les organisations de la société civile et l'équipe gouvernementale pour que cela soit une réalité. Dr Peggy l'a dit, qu'il n'y a que 2,5% du PIB qui est pris en compte pour pouvoir se pencher sur la question. Il faut pour nous tenir un langage pour que les gouvernants soient plus regardants sur le sujet et que cela puisse impacter positivement la population. Seulement 32% des ressources allouées à la nutrition sont dépensées selon ces acteurs de la société civile. À travers le projet Saint-Bénin, entendez s'engager et investir plus dans la nutrition au Bénin. Il plaide pour un budget conséquent et qui sera totalement consommé. Je suis donc prêt et engagé aux côtés des organisations de la société civile en général, de la PACIB et de l'ASCIM en particulier, pour mener le juste combat contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition sous toutes leurs formes. Aussi voudrais-je prendre ici l'engagement, au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, de veiller à la prise en compte des résolutions de cet atelier pour positionner la nutrition dans les actions des structures sous tutelle. Les séquelles de la malnutrition sont irréversibles. La prévention reste la solution et elle passe par la nutrition qu'il faut inscrire au rang des priorités.
Le Bénin partage ses expériences en matière de lutte contre la pandémie du siècle et c'est à l'occasion de la 20e conférence internationale sur la lutte contre le sida en Afrique qui a eu lieu du 2 au 7 décembre dernier à Kigali au Rwanda. Une forte délégation du Bénin a pris part aux travaux. Les précisions avec Jérôme Humbo. L'Afrique se mobilise pour un mieux-être de ses bras valides. La conférence internationale sur le sida et les maladies sexuellement transmissibles est un rendez-vous pour mesurer les efforts faits au plan continental en vue de désarmer ces épidémies qui déciment les populations. À Kigali au Rwanda, une forte délégation du Bénin est allée présenter les efforts du gouvernement du nouveau départ au triple plan, prise en charge, élimination de la mère à l'enfant et stratégie nationale intégrée vers l'élimination du VIH-Sida, la tuberculose, les hépatites virales, les IST et les maladies à potentiel épidémique à l'horizon 2030. Dans la population générale au Bénin, nous avons à peu près 11% de nos patients qui ont développé des virus résistants, d'abord aux inhibiteurs non nucléosidiques de la transistase inverse, à savoir l'efavirenz ou la nevirapine. Or, la ligne de traitement qui est en cours au Bénin, c'est le TDF 3TC plus efavirenz. Donc, si déjà nous avons une prévalence élevée d'environ 10,89% de résistance transmise au Bénin et que 10% de nos patients ont déjà des virus qui portent des mutations qui confèrent une résistance à l'efavirenz, c'est comme si en mettant nos patients sous TDF 3TC efavirenz, les patients n'étaient pas sous trithérapie. Les patients seront sous bithérapie, TDF 3TC. Donc c'est ce travail que nous venons montrer. Or, dans les dernières recommandations de l'OMS, beaucoup de travaux ont été déjà publiés. L'OMS a fait déjà un rassemblement de ces travaux et a déjà montré que il faut remplacer l'efavirenz par le dolutegravir. Se mettre au-delà du comportement discriminatoire et stigmatisant de son environnement, assumer sa séropositivité et combattre, se battre dans la vie pour assurer son bien-être socio-économique. Alors, en plus de ça, nous avons quelque part constaté une asymétrie de l'information entre le système de santé et le public. À ce jour, le Rwanda a déjà dépassé les 3,90, à savoir, premier 90, le dépistage systématique et la connaissance de son statut. Le deuxième 90 concerne ceux qui connaissent leur statut et sont traités à base des ARV, antirétroviraux. Et le troisième 90, les PVVIH, personnes vivant avec le VIH-Sida, totalement traités. Ce qui nous a le plus marqué, ce sont les avancées que le pays qui nous accueille a pu avoir dans les objectifs que la communauté internationale a signés à chaque pays dans cette lutte, à savoir les 3,90. Nous avons beaucoup appris, d'abord à travers les posters, la présentation des posters, depuis la phase communautaire de cette lutte contre le sida, surtout dans la prévention, comment faire pour mobiliser davantage des gens autour de la problématique pour aller vers les premiers 90. Nous avons beaucoup appris, échangé avec les autres délégations. Aussi dans la prise en charge qui est à deux niveaux. La prise en charge socio-communautaire qui est très importante aujourd'hui parce que nous avons dépassé l'étape sida également, que les communautés doivent pouvoir comprendre pour accompagner ceux de leurs qui se trouvent malheureusement être sur le parcours de ce virus-là. Et aussi la prise en charge médicale qui se trouve aussi à deux niveaux, la prise en charge des adultes qui n'est pas la même chose du tout de la prise en charge des enfants. Grâce à la Fondation Claudine Talon, la perception du sida et des IST est en train d'être cristallisée au Bénin. Mais il faut une volonté politique plus accrue et une synergie d'action de tous les acteurs. Donc c'est le premier 90 qui nous pose problème et nous devons nous remirer réellement acteurs de ce système-là pour nous rasseoir rapidement au retour au Bénin pour trouver les voies et moyens, discuter avec le politique, discuter avec nos amis du secteur privé pour que cet accompagnement soit, pour que nous fassions, je ne dirais pas le ratissage, mais faire la sensibilisation pour que chacun de nous connaisse son statut sérologique et nous pouvons être au rendez-vous que je souhaite à Adama. Je crois que c'est le souhait du chef de l'État depuis toujours, depuis 3 ans que nous sommes là,
trouver rapidement des voies et moyens pour aller rapidement dépasser même les premiers 90. Comparé à d'autres participants du continent, le pays organisateur a félicité le Bénin qui, en 3 années seulement, a pu franchir un cap si important. Préservation de la paix, les rois et têtes couronnés sont invités à jouer leur partition et c'est à travers une journée de réflexion sur le thème chefferie traditionnelle endogène vers une collaboration institutionnelle avec les pouvoirs publics. Et c'est Niki, la cité impériale, qui a abrité cette rencontre initiée par le ministère de la Justice et de la Législation. Ablofou Idrissou et Samira Tchabimane pour le reportage. Le gouvernement de la rupture l'a très vite compris. Les rois et têtes couronnées sont incontournables, parlant surtout des questions relatives à la préservation de la paix. L'administration communale, dans le souci d'amorcer le développement harmonieux, équilibré et empreint de justice et d'équité, consulte le pouvoir traditionnel pour trouver une issue favorable pour certains problèmes qui se posent. C'est également l'opportunité de remercier le gouvernement de son Excellence, chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Guillaume Athanas Talon. La reconnaissance du rôle des chefferies traditionnelles par l'État est donc un grand pas vers la résolution des problèmes pouvant porter atteinte à la stabilité du Bénin. S'il y a un enseignement à tirer de la présente rencontre, c'est l'opportunité que nous offre le gouvernement du Bénin pour la revalorisation de la culture à travers le vote de loi sur les chefferies traditionnelles dont la promulgation ne tarderait pas à venir. La journée de réflexion de Niki est donc une occasion pour faire des propositions concrètes dont la prise en compte permettra l'atteinte des résultats escomptés. S'il est vrai qu'aucun développement n'est possible sans la paix, il est tout aussi vrai que la paix ne peut être perpétuée, cultivée sans une forte implication des garants et gardiens de nos cultures et traditions que vous êtes. C'est d'ailleurs le sens de la présente rencontre qui se tient juste au lendemain du vote historique de la révision constitutionnelle au terme de laquelle désormais l'État reconnaît la chefferie traditionnelle. Notre rencontre vise donc à tracer avec vous le cadre et déterminer les grands axes de son effectivité. Le ministre de la Justice et de la Législation a pour finir invité rois et têtes couronnées présents à œuvrer en permanence en faveur de la paix, la stabilité et de la concorde nationale. Le rapport du PNUD sur le développement humain 2019, il est intitulé « Au-delà des revenus, des moyennes et du temps présent, les inégalités de développement humain au XXIe siècle ». Il est officiellement lancé ce jour 9 décembre 2019 à Bogota par l'administrateur des programmes des Nations Unies pour le développement. Au Bénin, la représentante résidente du PNUD par intérim Ginette Mondongou Camara a lancé aussi un message à l'endroit du peuple sur les nouveautés du rapport, les inégalités observées ainsi que les mesures envisagées. On l'écoute. Le rapport sur le développement humain 2019 intitulé « Au-delà des revenus, des moyennes et du temps présent, les inégalités de développement humain au XXIe siècle ». Rappelons que dans tous les pays, un grand nombre de personnes vivent sans perspective d'avenir meilleur. Elles sont spectatrices de l'ascension inexorable des autres vers une prospérité sans cesse grandissante. Le rapport va examiner de manière différente la question des inégalités, en regardant selon le prisme des capacités intrinsèques relatives des individus, surtout leurs capacités et leurs aptitudes pouvant leur permettre de saisir les opportunités économiques et sociales et de s'adapter pour leur plein épanouissement effectif. Le rapport note qu'il existe un fossé grandissant dans l'accès aux opportunités émergentes. Le rapport plaide en faveur du réexamen des manières de mesurer les inégalités en regardant au-delà des mesures statiques
pour examiner les dynamiques et les inégalités cachées au-delà des revenus, au-delà des moyennes et au-delà du temps présent. Le rapport fait valoir qu'en dépit des progrès mondiaux remarquables dans la réduction des privations extrêmes, de grandes disparités restent enracinées dans la façon dont nous avons choisi de structurer nos sociétés, nos économies et notre politique. De nouvelles inégalités sont également apparues au XXIe siècle et s'aggravent, entraînées par la crise climatique et la transformation technologique. Par ailleurs, il est de plus en plus difficile de réussir dans l'économie mondiale sans l'accès à certaines opportunités, comme aller à l'université ou accéder à l'Internet haut débit. Le rapport apporte un éclairage et des pistes de réflexion pour apporter des solutions durables, entre autres des politiques de protection sociale pour maintenir les progrès et les acquis, l'investissement dans l'apprentissage tout au long de la vie pour aider les travailleurs à s'adapter et à se recycler. Rien n'est inévitable en ce qui concerne les inégalités de développement humain. Cependant, des mesures doivent être prises rapidement pour consolider les progrès passés et contrecarrer les inégalités émergentes. Le rapport sera officiellement lancé au Bénin dans les semaines à venir, comme de coutume, en collaboration avec les autorités nationales et les parties prenantes. Sport pour finir, le fitness, un moyen pour perdre du poids et la pratique devient courante. Certains ont même réussi à vaincre l'obésité en suivant un planning spécial. Et c'est comme Herman Loco que nous allons découvrir dans le reportage qui suit. Lui qui a perdu 60 kg en moins de 12 mois. La magie du sport, c'est un reportage signé Calvador Arwanou et Herman Rodrigue Amega. Derrière ces lunettes à peine visibles dans une forêt de barbe, se cache la force d'une détermination, une abnégation exacerbée pour venir à bout de ce qui semblait être une fatalité aux yeux de certains. Herman a réussi le miracle d'une transformation musculaire. À 24 ans, je faisais 150 kilos et j'avais des difficultés à marcher, j'avais des maladies liées à mon obésité. Et un jour, quelqu'un m'a dit, toi c'est fini, tu ne peux plus perdre du poids. C'est fini, ton cas est perdu. Et voilà, ça a été le déclic, ça a été l'événement qui m'a poussé à commencer le sport. Et voilà, aujourd'hui, j'ai perdu 60 kilos depuis 2 ans. Et voilà, je fais du maintien depuis 2 ans et voilà, je ne reprends plus de kilos. Il abolit lui-même son triste sort d'obèse au moyen d'une pratique accélérée du fitness, un résultat acquis au fil du temps, son meilleur allié. J'ai commencé avec de la marche. Je faisais 3 jours de marche, environ 1 heure de marche, 3 fois par semaine. Et après 3 mois, je me suis mis à la musculation. Mais au départ, c'était vraiment la marche. J'ai commencé petitement. Et à chaque fois, j'essaie de monter un peu en intensité, Et voilà. Voici là où je suis. Voilà le résultat aujourd'hui. Il sourit aujourd'hui tant il revient de loin, heureux de ses muscles et abdos. Quand il se regarde dans le miroir, Herman est fier de ce que le reflet lui montre. Il partage ses journées entre ses activités professionnelles et la salle de fitness sur les réseaux sociaux. Le jeune barbu expose sa success story. Devenu lui-même coach sportif, il milite pour un monde où tous pourront vaincre comme lui l'obésité. Ça prend du temps. De toute façon, le temps va passer. Donc, c'est mieux de commencer aujourd'hui. Vous lancez, vous commencez, et tout en sachant que le temps va passer. Et si vous restez là à ne rien faire, si ça doit prendre 3 ans pour perdre votre poids, les 3 ans vont passer si vous ne faites rien. Donc c'est préférable de commencer, de se lancer et voilà, d'être patient, surtout d'être patient et de savoir que c'est un travail sur le long terme et que les résultats viendront forcément quand on travaille.
Son discours impacte, sa persévérance édifie et son engagement motive autour de lui. Herman est le symbole d'une restructuration corporelle épatante. Et voilà, c'est tout pour ce 20h. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis.